Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons les insectes. En tenant compte de la marge d'erreur, les insectes représentent la quasi-totalité des espèces animales vivantes sur notre planète. Et la Lorraine n'échappe pas à la règle. Malgré leur rôle primordial dans la biodiversité, on ne peut pas dire que les insectes emportent la sympathie délirante des foules. Leur biologie est pourtant fascinante. Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui se passionnent pour les insectes. Ce sont les entomologues. Avec nous, le président de la Société Lorraine d'entomologie. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Laurent Godet, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir au siège de la Société Lorraine d'entomologie au musée Aquarium de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Quelle est l'étymologie du mot entomologie, Laurent Godet ? Alors ça vient du grec entomos, qui signifie scinder, couper en partie, comme insecte, qui est son référent latin, qui lui veut dire articulé, pied articulé. C'est la spécificité des insectes. Absolument. Leur spécificité, avoir 6 pattes, être articulé, et avoir ce qu'on appelle une chitine, c'est-à-dire une sorte d'exosquelette, puisque ce sont des invertébrés, bien sûr, ils n'ont pas d'os. C'est-à-dire qu'à l'inverse des humains ou des vertébrés qui ont leur squelette à l'intérieur, on peut dire que les insectes ont leur squelette à l'extérieur. Exactement, d'où le nom d'exosquelette. Et en quoi consiste l'objet de l'association que vous présidez, Laurent Godet ? Alors le but, cette association a été créée en 1995 avec des naturalistes, donc amateurs d'insectes. Le but étant avant tout de collecter l'information régionale autour de ce monde très méconnu, de rassembler ces quelques forces vives qui étaient amateurs, chacun dans leur coin, et de le faire valoir et savoir au niveau de la région. D'autant que les insectes, je le disais, sont partout. Depuis des centaines de millions d'années, les insectes occupent le monde. Ils ont été parmi les premiers colonisateurs des univers aquatiques et terrestres. Et si bien d'autres formes vivantes plus évoluées apparurent et disparurent depuis ces lointaines époques, ils ont su maintenir une domination discrète mais permanente sur le règne animal. Aujourd'hui, les insectes constituent 80% de la faune connue sur la Terre, avec près d'1 million d'espèces recensées. Sachant que la plupart de ces espèces sont représentées par des centaines de milliards d'individus, il est facile d'imaginer leur omniprésence et l'importance de leur rôle dans la nature. D'ailleurs, il est inutile d'aller bien loin pour s'en rendre compte. Une prairie ensoleillée, quelques fleurs fraîchement écloses, et le voyage peut commencer. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Quelques secondes tirées du documentaire écrit et réalisé par Jean-Philippe Macchioni, intitulé « Un monde d'insectes de la prairie à la haie », diffusé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté en 2003. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir les insectes, Laurent Godet. Non, bien sûr, les insectes sont omniprésents à travers le monde, donc forcément à nos portes, à nos chemins, dans nos forêts et nos prairies. Mais effectivement, ils ont conquis l'ensemble du monde. En dehors de la banquise des pôles, où il y a très peu d'insectes, quelques petits diptères ou quelques autres invertébrés, mais ils sont dans tous les milieux, ils sont dans le quotidien du monde vivant, puisqu'ils en font partie et qu'ils sont l'essentiel de la biodiversité de ce monde vivant. On les trouve dans à peu près tous les milieux, vous le disiez, sauf les pôles, sauf les endroits peut-être vraiment trop extrêmes, mais ils ont colonisé l'ensemble et la totalité des milieux naturels sur cette planète, Laurent Godet. Oui, tout à fait, y compris d'ailleurs les zones salées, qui sont peu conquises. Et les zones salées, en leur périphérie, voient de nombreux insectes. Puis ensuite, c'est plus d'autres invertébrés que sont les crustacés qui ont conquis ce milieu de manière particulière. Sinon, on les retrouve effectivement dans tous les écosystèmes planétaires. Combien d'espèces aujourd'hui, alors à la fois connues, recensées, mais potentiellement présentes? On sait bien qu'on est loin d'avoir fait le tour de l'ensemble des plantes, des animaux qui vivent sur cette planète. Oui, bien sûr. Alors, à l'heure actuelle, le monde du vivant connaît à peu près 1,9 million espèces décrites, c'est-à-dire nommées avec un double nom, le genre et l'espèce. Et sur ces 1,9 million, à peu près 1,2 million 3 sont des insectes. Voilà, donc ce qui forme effectivement 80% du monde du vivant.
L'estimation qui en est faite à l'heure actuelle, après les connaissances, surtout sur les forêts tropicales, c'est de l'ordre de 3 millions à 80 millions d'espèces encore à découvrir. Ça laisse quand même de la marge. Ça laisse rêveur, ça laisse de la marge sur le degré de connaissance que l'on a et sur le degré de connaissance à acquérir. Ce qui veut dire aussi que le fonctionnement des écosystèmes, qui est en particulier lié à ce monde des insectes, méconnus parce que trop petits, est difficile à aborder. Eh bien, on en est encore loin de connaître l'ensemble des écosystèmes et le fonctionnement et pourquoi les insectes interagissent avec qui là-dedans. Alors, on y reviendra sans doute avec vous, Laurent Godet, durant cet entretien. Malgré le fait qu'on ne sache finalement pas grand-chose sur le monde des insectes et du vivant en général, ça n'empêche pas l'homme d'intervenir de façon très violente et souvent irrémédiable, sans finalement savoir l'impact et d'être en capacité de mesurer cet impact. Oui, bien sûr. Alors, lors de cette interview, on reviendra sur différents exemples. D'ailleurs, l'utilité des insectes, leur rôle à travers le monde, que s'il y en a autant, c'est pas pour rien. Et effectivement, malheureusement, l'impact humain, puisque l'insecte est lié à tous ces milieux, que l'homme est plutôt un gestionnaire plus ou moins rude de l'ensemble de ces milieux, et bien forcément, il y a des conséquences sur toutes ces millions d'espèces décrites et encore non décrites, dont on ne connaît pas d'ailleurs parfois l'utilité, j'y reviendrai, mais et donc la dégradation, on n'en connaît pas les conséquences. Elle commence par être visible, on en reparlera aussi sur la problématique des pollutions lumineuses qui attirent énormément d'insectes, les voitures, les pollutions, certains sont visibles comme les abeilles, on en reviendra aussi, d'autres invisibles, et pourtant on voit bien qu'il y a des dégradations de l'ensemble de l'écosystème et du monde du vivant liées à ça. Comment expliquez-vous, Laurent Godet, finalement ce faible, alors évidemment ça va peut-être vous faire mal au cœur si je dis le faible intérêt de nos concitoyens pour l'entomologie, vous qui êtes précisément un entomologue, mais il faut bien reconnaître que les insectes en général, je le disais en introduction, n'emportent pas la sympathie délirante, quoi. Comment se fait-il qu'il y ait ce fossé entre précisément l'importance des insectes dans la biodiversité et puis, allez, quand on peut écraser, on écrase, quoi. Ouais. Alors pourtant c'est vrai qu'on essaye de sensibiliser, même les inconnus l'avaient fait, les insectes sont nos amis, et il faut les aimer aussi, et je pense que c'est la vraie solution pour que l'avenir du monde soit pérenne. Alors clairement, pourquoi c'est peu étudié? Parce que ce sont des petites bestioles, donc ça n'emporte pas la sympathie d'entrée de jeu, c'est difficile à voir, il faut déjà les chercher. On les voit quand on les écrase sur notre bras, le moustique ou la puce, sinon on les voit très très peu. Ou alors sous forme de papillons qui peuvent volter devant nous. Alors là, d'un seul coup, ça commence par avoir un petit intérêt ou une importance. Ce n'est pas uniquement la taille, il faut reconnaître que ils ont quand même une bouille qui n'est pas vraiment sympathique non plus, quoi. Non, si on les regarde au microscope, c'est franchement fantastique comme monde, et c'est un monde merveilleux de couleurs, de formes diversifiées, il n'y a pas plus. Mais effectivement, c'est difficile. Il faut aussi savoir que beaucoup de fois, on doit les tuer pour les observer, donc ce qui est très reproché de certains naturalistes. Et puis, il y a très peu d'ouvrages qui permettent de les déterminer, de les connaître, et donc ce qui fait que ça rebute, et puis ça grouille, c'est petit, et ça n'a pas beaucoup bonne presse. Est-ce que ça veut dire finalement que c'est plus lié à une méconnaissance, et qu'une fois que on fait l'effort de cette découverte, on est proprement fasciné par ce monde des insectes, Laurent Godet? Vous le verrez, on ne peut être que fasciné par ce monde. Oui, il est méconnu, et quand on le connaît, c'est génial. Alors je le disais, pas de sympathie, et pourtant, le succès inattendu de ce film. Éric Mutchler, Durablement Vôtre. Vous aurez peut-être reconnu la musique de Bruno Coulet pour le film Microcosmos, le peuple de l'herbe, réalisé par Claude Nurizani et Marie Perrenou, produit par Jacques Perrin et sorti en 1996. Bien que consacré aux insectes, ce n'est pas un documentaire, d'autant qu'il n'y a aucun commentaire, mais plutôt une sorte de conte naturel cinématographique. Comment expliquer le succès de ce film, vu en salle par 3 500 000 spectateurs et 5 fois oscarisé, Laurent Godet? Effectivement, je pense qu'il rend visuel ce monde inconnu et minuscule
du microcosmos, le titre était quand même bien vu, et quand on s'y penche, eh bien on le trouve merveilleux. Quand on s'y penche, on revoit aussi notre enfance, et c'est pour ça que le film a bien marché, cette chanson toute douce qui nous incite à traverser les prairies, les forêts, les haies, regarder au travers d'un ruisseau, d'une mare. C'est le monde de notre enfance, donc pour ça c'est beaucoup rappelé la campagne française, et puis la campagne lorraine telle qu'on l'a. Donc elle peut toucher tout le monde et ça a touché énormément de personnes. Ça a surpris aussi beaucoup de monde. Oui, ça a surpris parce que un sujet comme ça, quasiment sans parole, à part une première phrase, c'était gonflé de faire ce film. Et ça a super marché. Malheureusement, derrière, voilà, on reste toujours en difficulté de faire connaître ce monde méconnu. Alors précisément, puisque vous évoquez la Lorraine, Laurent Gaudé, où en êtes-vous, où en sommes-nous des insectes en Lorraine? Alors un petit peu comme partout à travers la France, un grand taux de méconnaissance. On est encore un pays qui, pourtant, nous avions des Gaudron, nous avions des Geoffroy Saint-Hilaire qui ont exploré le monde et rapporté énormément en termes de nature. Maintenant, la connaissance est quand même bien maigre. Et c'est beaucoup les pays périphériques, donc Luxembourg, Belgique, Allemagne, qui ont des forts taux de connaissance de leur patrimoine insecte. Je suis toujours surpris, Laurent Gaudé, lorsque on fait état précisément de ce manque de connaissances, alors que finalement on explore déjà l'univers, on va sur la Lune, on commence à s'approcher de Mars, et finalement on ne sait rien ou quasiment rien des insectes sur lesquels, je veux dire, que nous piétinons, mais en tout cas au milieu desquels nous vivons. C'est sûr qu'on connaît quand même beaucoup plus l'espace et ce qui vit dans le ciel que ce qui est sous nos pieds ou à nos pieds. Malheureusement. Or, l'écosystème est vraiment fondamentalement lié à tout ce microcosme. Alors pour la Lorraine, eh bien, comme partout, on a des difficultés de connaissance. Grossièrement, justement en analysant les données de nos collègues et voisins entomologistes, on se rend compte qu'en Lorraine, on pourrait avoir plus de 23 000 espèces d'insectes. Ce qui n'est quand même pas rien par rapport aux 250 espèces d'oiseaux ou 60 espèces de mammifères. Et parmi ces 23 000, à l'heure actuelle, nous n'en connaissons guère que 5 000 espèces. Voilà. Qui fait ce travail de collecte, d'inventaire, de classification, peut-être pas, mais encore que? Est-ce que ça repose uniquement sur un travail de bénévole, Laurent Gaudé? Malheureusement, oui. Et c'est tout le rôle de la Société lorraine d'entomologie, c'est de faire connaître ce patrimoine qui était beaucoup plus connu au XVIIIe ou XIXe siècle. Pour quelle raison? Alors, il faudrait peut-être demander l'avis des abbés et des docteurs du 19e qui étaient des super référents au niveau nature en Lorraine et qui ont fait des listes d'insectes, de plantes, de tout ce qu'on veut qui étaient remarquables. Il y avait vraiment une conscience des sciences. Il y a peut-être moins aussi, on va dire, d'exotisme ou d'apport extérieur, ce qui permettait de se concentrer sur son territoire. Et puis depuis, tout est retombé et nous, on voulait remettre en valeur par l'ensemble des milieux naturels présents en Lorraine, et quand même bien rares ailleurs, eh bien, la présence de ces multiplicités d'insectes. Donc on fait la collecte au quotidien, et chaque année, on trouve bien évidemment de nouvelles espèces. On a encore 20 000 à découvrir, comme je vous l'ai déjà cité, donc on a encore de la marge de boulot à faire. Mais c'est effectivement les bénévoles de la Société lorraine d'entomologie qui collectent ces données et qui les diffusent auprès de listes d'espèces qui sont commentées, de bulletins ou de sorties nature, et puis dans le cadre de programmes d'inventaire. Combien d'entomologues aujourd'hui à la Société lorraine d'entomologie, Laurent Gaudé? C'est un peu difficile à dire, c'est comme le nombre des insectes, c'est pas évident et ça varie beaucoup. Disons que concrètement, nous ne sommes guère qu'une dizaine de membres actifs, donc déterminateurs, collecteurs d'informations, et une cinquantaine de membres plus ou moins actifs, quoi. Parmi ces membres, moyenne d'âge, catégorie socio-professionnelle, est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que vous avez par exemple des jeunes qui s'intéressent, qui frappent à la porte en disant voilà, je m'intéresse aux insectes? Alors il y a quelques jeunes bien sûr qui s'intéressent aux insectes et c'est tant mieux, on essaie de favoriser ça d'ailleurs. Mais ils sont peu nombreux, ou souvent ce sont des étudiants qui ne font que passer. Donc j'espère qu'après, dans d'autres régions, ils continuent cette démarche vis-à-vis de l'entomofaune. Chez nous, c'est très variable. Je dois dire qu'il y a autant de jeunes qui ont 30-40 ans que de retraités. Souvent le cas, les retraités. C'est quand même plus souvent le cas, mais c'est un peu 50-50 pour l'instant. Retraités de l'enseignement, retraités de tas de choses différentes. Il n'y a pas de profil social très marqué. Il n'y a pas plus d'universitaires que d'autres. Alors précisément, l'université, le domaine de la recherche institutionnelle s'intéresse au monde des insectes, en Lorraine en particulier, Laurent Gaudé? Franchement, malheureusement, maintenant, très peu, voire zéro. Parmi les insectes, certains ont plus la cote que d'autres. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sans attendre la quille, je sors de ma coquille, désertant la caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert
c'est au cœur de la ville, la vie civile, que nos soldes sont dus, avec en vue des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques, papillons chics, les papillons, 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 les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes, papillons jaunes ou dans quelques manèges sous les flocons de neige, angélique et mouillant, papillon blanc, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma, parmi d'autres poussières en habit de lumière. Les papillons, 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 les papillons. Dire que mes 20 ans, je les passe à tuer le temps, sans connaître la gloire d'être un seul soir, un as de la voltige, matador de 20 piges, un coquelicot qui bouge, papillon rouge, moi c'est brisé d'alcool, que je prends mon envol, dans la rue vers minuit, papillon gris, la lune le libère, et sous les réverbères, ce sont les noctambules qui déambulent, les papillons, 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 les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux, papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. Papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, même son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain il reste sur la main l'ombre de son parfum, tout un jardin, elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon, griffonné au crayon, il reste un papillon. Adieu Léon. Les papillons, texte, musique et interprétation, Thomas Fersen, extrait de l'album Le Jour du Poisson, sorti en 1997. Les papillons aussi sont des insectes, Laurent Godet? Absolument, ils ont 6 pattes. Eux, ils sont plutôt sympathiques, on les aime bien les papillons, sauf peut-être les papillons de nuit quelquefois. Ah oui, quand ils s'écrasent sur les voitures, c'est toujours un petit peu délicat à nettoyer, ouais. Comment inventorier, faire connaître et protéger les insectes, Laurent Godet? Alors les inventorier, c'est vrai que c'est le plus délicat, c'est pour ça qu'il y a peu d'entomologistes, parce que c'est un travail drastique, harassant, multiple, parce que quand on a à couvrir une région Lorraine et qu'il y a 3 ou 4 lépidoptéristes, ceux qui s'intéressent aux papillons, bah, c'est déjà pas évident. Et il y a tout moyen pour le faire. Il y a effectivement, en plus, des écologies différentes selon les espèces. Même chez les papillons, prenons cet exemple-là, des papillons diurnes, à peu près 150 espèces en Lorraine, et des nocturnes. Ceux qui vivent la journée. Ceux qui vivent la journée, et des nocturnes, donc qui vivent la nuit, et là, plus de 2000 espèces. Dont des très petits qu'on appelle des micro-papillons, micro-lépidoptères, qui font 1 mm ou 2, dont il faut retirer les appareils génitaux pour savoir quelle espèce c'est. Donc, autant dire que c'est un petit peu barbare, et délicat, et surtout, dans la durée, c'est pas évident à mettre en œuvre. Donc, ça veut dire, Laurent Godet, qu'à ce jour, il n'y a pas d'études ou d'inventaire systématique? Non, il n'y a pas d'inventaire systématique, on essaye, mais ordre par ordre, et puis même famille par famille, d'établir des inventaires. Là, on a quelques super spécialistes au niveau des papillons qui vraiment font un inventaire exhaustif des papillons de Lorraine, d'où on a quand même déjà 2500, 2600 espèces en tiroir, dont il va falloir valoriser par le biais de bulletins, d'informations et d'autres types d'informations, la connaissance. Mais pour les inventorier, c'est difficile, parce qu'il faut piéger entre guillemets de manière nocturne, les attirer avec des lumières, il faut y aller au filet, il faut y aller à la vue, il faut regarder les chrysalides, les chenilles, et puis pour tous les autres groupes, par exemple les insectes aquatiques, eh bien, il faut aussi y aller dans l'eau, il faut les regarder à tout moment de l'année. En même temps, Laurent Godet, quand je vous écoute, je me dis mais ça peut être tout à fait passionnant pour des jeunes, par exemple, peut-être
beaucoup plus que de perdre son temps devant un écran avec des jeux vidéo. Il y a un côté un peu aventurier dans cette démarche, non ? Ah bah tout à fait, hein. Si on estimait que chaque insecte était un Pokémon, je pense qu'on les connaîtrait bien mieux. Voilà. Bon, voilà il faut trouver donc un nom Pokémon à chaque petit bousier, chaque hanneton, chaque papillon nocturne. Et puis on mettra une belle musique sur tout ça et puis on recrée le film Microcosmos. Voilà, ça sera top. Alors, vous arrivez aussi, j'imagine que le but de la démarche, Laurent Godet, c'est pas simplement de connaître pour connaître, c'est aussi pour arriver à une meilleure protection des insectes. Tout à fait, parce qu'en fait, au travers du monde des insectes, c'est donc l'écosystème qui est en jeu. Donc, mettre de la protection sur un insecte, c'est intéressant, surtout pour protéger le milieu. Et c'est ce qui nous importe. Il existe déjà, au niveau national, des listes d'espèces protégées, comme tous les mammifères, beaucoup d'oiseaux, certaines plantes, et donc quelques insectes. Mais c'est surtout des papillons, des libellules, et quelques coléoptères, et une ou deux sauterelles, et c'est fini. Par rapport aux 40 000 espèces d'insectes qui peuplent la France, c'est vraiment pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire que c'est une méconnaissance du fait qu'on ignore finalement leur relation avec leur milieu de vie, ou est-ce qu'on estime que les autres insectes ne sont pas en danger ? C'est vraiment une méconnaissance totale. Alors pour cela, on a essayé de compenser, en tous les cas en Lorraine, par des listes d'espèces qui permettent de constituer des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Les fameuses NIEF. Les fameuses NIEF, voilà. C'est un périmètre qui permet de dire cet endroit-là, en Lorraine, il est super pour l'ensemble des insectes, l'ensemble de la flore ou autre. On a fait donc de grosses listes d'espèces. On a à peu près, si mes souvenirs sont bons, pas loin de 1000 espèces en tout, et une grande majorité d'insectes qui permettent de qualifier ces milieux comme étant remarquables à travers la Lorraine. Et au travers de ça, c'est essayer ensuite de les mettre en espaces naturels sensibles, par exemple, qui est une politique des départements, qui permet de préserver, avec les collectivités, ces espaces-là, de les gérer et de les valoriser. D'autres listes existent à travers la France, par exemple les listes rouges. Là, ce sont des listes qui permettent de donner un signal, attention, danger, cet insecte devient rare, cet insecte est rare, cet insecte manque de données pour pouvoir le qualifier et autres. On s'y lance seulement en Lorraine, avec la liste des libellules, puis j'espère d'ici peu la liste des papillons, mais qu'on va essayer de raisonner maintenant à l'échelle Grand Est. Donc c'est pas évident parce qu'il faut en plus trouver les mêmes types d'informations sur les 3 anciennes régions. Tout ça, il faut le rappeler, Laurent Godet, uniquement par un travail de bénévole. Quasiment à 100% par un travail de bénévole. Parfois donc des bureaux d'études nous aident et nous sollicitons pour avoir plus de temps de travail, sinon on n'y arriverait jamais, mais l'information de base, essentielle à tout, qui est l'inventaire lui-même, la donnée de telle espèce à tel endroit, c'est bel et bien du bénévolat à 95-18%. La situation lorraine est représentative de la situation de l'entomologie partout en France ? Oui, quasiment partout. Il y a peut-être un peu plus d'entomologie dans le sud de la France, parce qu'il y a peut-être aussi un peu plus d'insectes. Ils sont plus agréables peut-être et faciles à aller choper au bord d'une garrigue que dans la haute montagne vosgienne quand il neige pour aller chercher la puce des neiges. C'est pas non plus super sympathique, bien que bien rigolo. Mais donc proportionnellement, à peu près partout en France, on a quand même un déficit d'entomologistes, c'est clair. Le monde des insectes est pourtant incroyablement riche, lui, varié et complexe. Ces animaux jouent un rôle écologique très important, en participant directement à l'élimination des déchets et indirectement en creusant des galeries à l'intérieur de la bouse où ils y déposent des micro-organismes qui vont accélérer la dégradation des excréments. Sans eux, on serait dans la... ou plutôt sous la... Enfin, vous me comprenez, on en aurait... jusque-là. C'est ça. Ils sont tellement indispensables qu'en Australie, après avoir importé des animaux d'élevage d'Afrique, il a fallu amener aussi les bousiers correspondants, car les bouses n'étaient pas dégradées. Elles s'accumulaient et l'air ne repoussait plus. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'est pas sorcier, l'émission culte diffusée sur France 3 de 1993 à 2014, et souvent citée dans Durablement vôtre. C'était un extrait de l'un des 559 épisodes et celui-ci était consacré aux coléoptères. C'est quoi les coléoptères, Laurent Godet ? C'est super. Ça, c'est pour la rime. Voilà. Les coléoptères sont donc des insectes qui ont une carapace très rigide. Voilà, pour résumer. Et c'est sans doute le plus grand nombre d'insectes qui existent. Il y a à peu près à travers le monde pas loin de 400 000 espèces d'insectes. Donc c'est le plus gros groupe ordre de coléoptères dans le monde des insectes. Et ils vivent dans tous les domaines, partout, et ils nous sont super utiles surtout. Alors précisément, pourquoi ? Alors peut-être pas que les coléoptères, mais d'une façon générale les insectes. Alors,
Donc, les insectes ont des rôles énormes. On viendra tout à l'heure sur le rôle de pollinisation, qui est vraiment intéressant pour l'homme, mais de dégradation de la matière. Ils font vraiment partie de la chaîne alimentaire, qu'on dit aussi chaîne trophique, un peu plus scientifiquement, et ils sont beaucoup des dégradateurs. L'extrait qu'on a vu là, de ces pas sorciers montre effectivement le cas du bousier. Il faut bien savoir que une des stars d'ailleurs du film Micropolis. Une des stars, Microcosmos. Microcosmos, pardon. C'est vraiment une des stars, le rouleur de boulettes. C'est aussi une des bestioles les plus costauds proportionnellement à son poids. Un petit bousier, pour une certaine espèce, peut porter 1000 fois son poids. D'accord ? C'est comme si l'homme portait 13 éléphants d'un coup, quoi. C'est absolument incroyable. Et donc, de par toutes leurs actions, ils alimentent le sol, ils purifient l'air, etc. Et le cas du bousier, par exemple, est vachement typique. En Australie, dans les années 50-60, il y a eu une importation énorme d'élevage de bovins. Mais les petits bousiers qui avaient l'habitude de manger les crottes et les cacas des kangourous, des koalas, très secs et très herbeux, n'avaient pas du tout l'habitude de ces bousses de vache. Donc elles ne se dégradaient pas. Chaque année, 1 million d'hectares disparaissaient sous une croûte de bouse sèche. Donc c'est quand même un problème qui devient économique, qui devient aussi sanitaire, parce que dans ces bousses se développaient des mouches hématophages, donc qui sucent le sang, donc il y avait aussi d'autres problèmes sanitaires. Il a fallu 15 ans d'importation de bousiers d'Afrique du Sud pour enfin redonner un écosystème, c'est-à-dire que le bousier vient, mange la bouse, l'incorpore au sol, donc régénère la matière dans le sol, les nutriments, et permet à l'espace de se réouvrir. Voilà, ça c'est un des multiples cas, mais on peut aussi parler des décomposeurs de la forêt. Des cadavres, un cadavre de cerf ou autre en forêt, il se dégrade. Il se dégrade énormément par les insectes. Et s'il n'y avait pas tous ces insectes, et toutes ces bactéries bien sûr qui y sont, il faut savoir que la Terre serait recouverte, excusez-moi du mot, mais de merde, sur 1 mètre d'épaisseur quasiment chaque année. Donc merci aux insectes et aux bousiers. Alors on pense aussi bien sûr à la nourriture des oiseaux, puisqu'ils font partie là aussi, l'on reconnaît, de la chaîne alimentaire. Tout à fait. Énormément de micro-mammifères, tous les chauves-souris sont consommatrices d'insectes, pas de chauves-souris. Et énormément d'oiseaux sont insectivores, donc mangeurs d'insectes. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on voit une disparition assez drastique de certaines espèces dites pourtant communes d'oiseaux, parce que leur alimentation fait défaut. Et cette année en particulier, on a quelques catastrophes dues au manque d'insectes, parce que la météo est aussi mouvante et changeante. Donc ils ont un rôle essentiel dans l'aliment d'énormément de vertébrés, ils ont un rôle essentiel dans la dégradation des matières, ils ont un rôle essentiel également pour nous dans la pollinisation. On a aussi aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'insectes étrangers, évidemment le terme est peut-être très mal choisi lorsqu'on parle de biologie et d'insectes et d'animaux en général, mais on connaît tous aujourd'hui les coccinelles asiatiques. Oui, par exemple. Alors effectivement, les mouvements du monde sont ce qu'ils sont. L'homme apporte et importe énormément d'espèces. On parle de flore, on parle d'insectes, on parle d'oiseaux, on parle de mammifères. Il y a énormément d'introductions d'espèces et le monde des insectes n'y échappe pas. Sauf qu'on le connaît beaucoup moins parce que là aussi, étant très très petit, on sait qu'il y a des centaines d'espèces qui arrivent. Il y en a qui arrivent naturellement par réchauffement climatique. Donc il faut bien faire la différence entre les espèces importées invasives. Il y a par exemple un longicorne chinois donc, qui mange le bois, qui est arrivé dans le sud de la France et qui arrive à différents endroits. Et il est magnifique, mais il bouffe tout. Et il fait des ravages, même au Canada. La coccinelle asiatique, elle est super, elle bouffe du puceron, mais quand il n'y en a plus, elle bouffe les autres larves de coccinelle. Et on pourrait faire une liste, un des terribles qui arrive, mais qui arrive plus finalement par changement climatique, c'est la pyrale du buis, qui est en train de dévaster tous les buis qu'on peut avoir. Et elle est apparue en Lorraine il y a 2 ans. Bon, qu'est-ce que ça va devenir ? Le frelon asiatique, bien connu et qui pose également problème, bien évidemment, pour un de plus pour notre apiculture. Voilà, et la liste est longue, malheureusement, et ne sera pas finie des espèces qui arrivent. Pour autant, en même temps, Laurent Godet, on découvre aussi l'intérêt des insectes et une autre façon de travailler. Je pense par exemple à la lutte intégrée en agriculture biologique. Bien sûr, les insectes sont aussi des super auxiliaires pour l'agriculture et la culture. Bon, tout le monde connaît bien sûr la coccinelle ou le chrysope, mangeur de pucerons. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été élevé et que la coccinelle asiatique s'en est échappée. Mais il y a énormément d'auxiliaires pour la vigne, pour les arbres fruitiers, qu'ils soient punaises, qu'ils soient mouches, qu'ils soient coléoptères. On peut effectivement beaucoup se baser sur eux pour lutter différemment et sans pesticides dans les années à venir. Autant dire que notre propre vie est directement liée à celle des insectes. Le domaine où les abeilles excellent le plus reste la pollinisation.
En butinant les fleurs, elles permettent aux plantes de se reproduire. Qu'elles soient domestiques ou sauvages, grâce à elles, ces plantes prospèrent, et nous avec. 35% de ce que l'on mange dépend directement des abeilles. En Europe, elles permettent la reproduction de 84% des plantes que nous cultivons. Sans les abeilles et leurs cousins bourdons, adieu pommes, poires, citrons, carottes, haricots, oignons ou encore amandes, entre autres. Ces dernières décennies, les abeilles ne sont plus au top. Aux États-Unis, 35% des ruches disparaissent chaque année. En Europe, 24% des différentes espèces d'abeilles domestiques sont menacées d'extinction. En France, depuis 1995, 300 000 ruches périssent chaque année. La production de miel national est passée de 33 000 tonnes à 10 000 tonnes, moins 70%. Une hécatombe. Durablement vôtre, Éric Mutschler. À qui profite le miel? Extrait d'un hashtag d'Atagueule, la série de programmes courts pédagogiques diffusés sur France 4. Lorsqu'on parle d'abeilles, Laurent Godet, on pense généralement à l'espèce Apis mellifera, celle qui fabrique du miel précisément. Elle est pourtant bien loin d'être la seule qui intervient dans la pollinisation des végétaux. Bien sûr, c'est l'espèce emblématique par excellence. C'est la petite Maya que tout le monde connaît. Qui n'est pas une abeille. Oui, mais ça, c'est comme son copain qui n'est pas un bourdon, mais je ne sais plus comment il s'appelle. On va quand même préciser que l'abeille est plutôt brune, alors que Maya est jaune, donc c'est plutôt une guêpe. Voilà. Et bon, les différences d'ailleurs entre espèces ne sont pas toujours faciles à faire. C'est pour ça que tout le monde connaît et visualise facilement l'abeille domestique. Pourtant, parfois, ils peuvent voir d'autres abeilles, abeilles dites solitaires par exemple. Concrètement, on a très peu de données en Lorraine. Combien d'espèces d'abeilles pollinisatrices en France? Alors, en France, on a à peu près 1 millier d'espèces. Nos collègues alsaciens en ont fait un peu plus l'inventaire que nous. Ils sont à 300 et quelques espèces donc d'abeilles de toute la famille qu'on dit des apidés, qui comprend les bourdons et les abeilles solitaires ou non. Voilà. Et tous ceux-là ont un rôle essentiel dans la pollinisation. Certains spécifiques, une espèce végétale, d'autres peuvent utiliser plusieurs espèces végétales pour se nourrir de pollen et de nectar. Et là, ils ont un rôle hyper important, puisqu'à travers le monde, il faut quand même bien savoir que 85% de notre alimentation, légumes, fruits, sont dus à la pollinisation de ces insectes-là en particulier. Donc leur disparition verra la disparition de toute cette culture-là. On a vu déjà des exemples malheureux en Chine où on doit polliniser les arbres fruitiers, on doit polliniser les tomates qui sont pollinisées par les bourdons essentiellement. Voilà, on a quand même des aberrations dues à la disparition de ces bestioles. C'est ce qu'on appelle le bénéfice écologique. Absolument, absolument. C'est vraiment... alors ça a été estimé d'ailleurs, la pollinisation des insectes a été estimée à 150 milliards par an à travers le monde. Et en France, c'est de l'ordre de 15 milliards si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est vraiment un bénéfice gratuit et c'est pour ça qu'il faut bien évidemment s'en préoccuper et que tout le monde agricole et le monde des habitants de nos contrées doivent s'en occuper et s'y intéresser. Pour autant, on sait aujourd'hui le débat notamment sur les néonicotinoïdes, c'est cette substance pesticide tueuse d'abeilles qu'on a bien du mal à faire interdire en France. Comment expliquez-vous, Laurent Godet, encore une fois, cette différence entre l'importance des insectes que vous nous expliquez et puis cet acharnement chimique contre elles? Comment l'expliquer? À part par le pognon, quoi. Soyons clairs. Oui, en même temps. Alors justement, votre remarque est intéressante puisque en même temps, vous nous expliquez le bénéfice économique. Alors quoi? Soit ça nous rapporte des sous, pour le dire autrement et de façon un peu triviale, ces insectes pollinisateurs travaillent gratuitement pour nous et en même temps on les détruit. Il y a un truc qui ne va pas là. Oui, c'est sûr, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est vrai qu'on est dans des sociétés où on attend souvent d'avoir, entre guillemets, les pieds dans la merde pour réagir. Là, on n'y est pas encore tout à fait. On y va tranquillement, doucement, la tête dans le mur. Mais on n'y est pas encore. Et bon, il y a quand même un réveil des médias autour de ces problèmes d'abeilles. C'est justement elle, l'abeille domestique, qui concentre. Et on voit bien qu'il y a une disparition drastique, avec parfois 50% des populations et des ruchers qui disparaissent. Donc, ça se concrétise réellement. Les autres espèces... On en revient à l'origine, on ne les connaît pas, donc on ne voit pas leur disparition. On va commencer par avoir les conséquences, parce que moins de production arboricole, moindre production en tout type de domaine, et quand on n'aura plus de production, alors là, il sera trop tard. Pour l'instant, les pouvoirs économiques, c'est un peu comme le pétrole, on sait que ça pollue, et pourtant, on continue à y aller. Et pourtant, les ventes de voitures continuent à exploser. Absolument. On sait aujourd'hui qu'on a presque plus de facilité à produire du miel en ville qu'à la campagne. Oui, malheureusement, il est vrai que
À la campagne, on s'en rend compte de plus en plus, même si sur certains territoires, ça reste encore bien arboré, sauvage, prairial. Malheureusement, la disparition des prairies, qui sont une grande richesse en fleurs, bien évidemment, puisqu'il peut y avoir une centaine d'espèces de fleurs dans une prairie, c'est une grande richesse en pollen, c'est une grande richesse en nectar pour de nombreuses abeilles, donc des pollinisateurs qui vont ensuite aller sur les cultures, ensuite aller dans les vergers et autres cultures maraîchères. Mais la simplification de l'espace, la fragmentation par les routes, on n'arrête pas de faire encore des routes, des zones commerciales qui coupent tout cela, qui polluent l'atmosphère et donc qui détruisent ces espèces, et puis une simplification des écosystèmes par une gestion agricole parfois un peu trop rigoureuse, arrachage de haies qui sont une ressource alimentaire géniale et une ressource pour hiverner tranquille pour de nombreuses espèces. Donc finalement, la campagne a eu tendance à trop simplifier et donc à faire disparaître un ensemble des écosystèmes et de la faune associée, dont les pollinisateurs. Finalement, en ville, la richesse floristique, même si elle est plutôt exogène, donc pas tellement de chez nous parfois, il n'empêche qu'elle permet de maintenir encore une grande biodiversité dans certains cas de figure. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Arthur Higelin, dit Arthur H., le fils de Jacques Higelin, avec ce titre Trouble Fête, extrait de l'album éponyme sorti en 1996. Arthur H. fait partie de votre univers musical, Laurent Godet ? Oui, absolument. J'avoue que c'est un chanteur que j'adore et qui a une voix magnifique et qui fait des chansons qui correspondent, parfois très douces, parfois très dynamiques, comme l'est la vie, quoi. Vous savez s'il aime les insectes ? Oh, avec sa tête, je pense qu'il adore les insectes. Les fans apprécieront. Vous-même, Laurent Godet, comment est né cet intérêt, cette passion quasiment pour les insectes ?
J'avoue que c'est difficile à dire, parce que d'aussi loin remonte ma petite mémoire, dès l'âge de 3 ans, j'allais en forêt avec mes parents et je chopais grenouilles, salamandres, tritons, insectes. Voilà, je sais pas, c'est peut-être génétique. En tous les cas, j'ai toujours été passionné par le monde du vivant. Alors précisément, le monde du vivant, ça on comprend très souvent, et c'est souvent d'ailleurs le rôle des parents ou des grands-parents, qui initient comme ça les enfants à la nature, mais on le disait en début d'entretien, peu d'entomologues, peu de personnes s'intéressent aux insectes. Est-ce que vous avez une idée? Alors, on va pas faire de la psychanalyse derrière boutique, mais allez, pourquoi les insectes en particulier? Je pense que j'ai abordé avant tout donc, tout ce qui est amphibien, zone humide. Et puis dans les zones humides, j'ai vu des insectes, des libellules. Les grenouilles, tout ce qui est grenouilles, tritons. Et j'y ai vu des libellules, j'y ai vu des papillons. Et puis je me suis petit à petit rendu compte que c'est un domaine qui était méconnu. Et quand on le regarde de nouveau à la loupe ou autre, c'est magnifique, les couleurs, les chatoyances, les formes, c'est un imaginaire absolument complet. Donc je me suis vraiment passionné pour ce domaine méconnu, puis je me suis dit, bon, ceux qui s'intéressent aux zoos, il y en a quand même pas mal. Les mammifères, il y a peu d'espèces pour beaucoup de gens qui s'y intéressent aussi. Donc autant laisser les spécialistes et puis s'intéresser à quelque chose qui est très méconnu pour le faire découvrir et le faire valoir, quoi. Et dans le monde des insectes, on sait bien que les naturalistes ont toujours un peu leur marotte. Vous avez une sympathie, vous, particulière pour certaines familles ou genres d'insectes? J'avoue que les coléoptères sont quand même mes préférés, parce qu'ils sont peut-être aussi nombreux, puis ils ont une telle diversité de formes, d'écologie. Voilà. Et parmi ceux-ci, les charançons avec leur gros nez, ils sont très sympathiques. Et les longicornes, très gracieux. Voilà. Donc c'est plutôt les coléoptères. Et puis j'avoue que ma passion des tropiques m'a aussi fait découvrir cette faune absolument incroyable et m'a encore plus émerveillé dans leur écologie, quoi. Vous êtes aujourd'hui chef de la mission préservation et valorisation du patrimoine naturel au Parc naturel régional de Lorraine. J'imagine que ça aide, Laurent Godet, dans précisément la poursuite de cet intérêt et de cette passion pour les insectes? Elle se traduit en particulier par notre préservation des milieux naturels au travers des zones d'intérêt européen qui s'appellent par exemple les zones Natura 2000, les SNIEF dont on a abordé le sujet tout à l'heure. On essaie de préserver ces milieux et au travers de ces milieux, ces espèces. Donc effectivement, ça aide de connaître ces groupes particuliers, parce que pour moi, c'est vraiment la base des écosystèmes. Donc en les connaissant, on préserve mieux les écosystèmes, et puis ça nous permet de parler, parce que voilà, on en parle depuis quelques minutes déjà, mais on peut en parler pendant des heures et raconter des petites histoires sur la puce, le bousier, la chenille du chou. Enfin, on peut en raconter énormément, et ça passionne vite les gens, parce que ça reste du vivant, et du vivant méconnu, inconnu. Donc ce sont des biais et des approches qui ne sont pas inintéressantes dans mon métier à l'heure actuelle. Alors entre l'âge de 3 ans, vous commenciez à choper des grenouilles avec vos parents en sortant en forêt, et puis aujourd'hui votre métier au Parc naturel régional de Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quel est votre parcours? Quelle est votre formation, Laurent Godet? J'avoue que j'ai pas beaucoup évolué depuis l'âge de 3 ans sur ce sujet-là. Si, un peu quand même. En fait, c'est pareil. Quand je suis arrivé dans le monde des études, j'étais vite dirigé vers les sciences, quoi. J'adorais. Alors, c'était soit le dessin, parce que c'était une de mes passions, ou soit les sciences. Bon, mon frangin faisant déjà du dessin, on a dit que je ferais les sciences. Mais ça m'a rapidement, disons, pas trop plu. Trop de mathématiques, de biochimie. Moi, je voulais de l'insecte, moi, je voulais de la vie, vraiment, et de la protection. Donc, je me suis dirigé un peu vers ce que je pensais, fac de sciences, puis un BTS horticole à Roville-aux-Chênes, parce qu'il y a une autre passion pour la botanique. Donc, ça m'a bien intéressé, mais ceci dit, j'ai travaillé beaucoup sur les plantes carnivores, c'est pas pour rien, il y avait le lien plantes et insectes. Voilà, et puis après, j'ai commencé par travailler au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, et mes premiers pas dans les inventaires des sites, des SNIEF, des ENS, la gestion des tourbières, puis arrivé au parc en 93, donc ça fait déjà 24 ans maintenant, pour travailler avec les agriculteurs sur des diagnostics environnementaux dans leur exploitation. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très très positif. Ça m'a permis après de travailler avec le monde agricole pour la préservation des espaces et donc des espèces. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Laurent Godet, président de la Société Lorraine d'entomologie, c'est le moment de votre choix. On écoute. Bonjour Anita Studer. Bonjour. Vous êtes l'invité de Coup de pouce pour la planète, vous êtes biologiste, docteur en ornithologie tropicale et fondatrice de l'association Nordesta, Reforestation et Éducation. C'est une association qui est très impliquée dans la défense de la forêt amazonienne et qui a lancé de nombreux programmes de développement socio-économique, en tout une 50aine dans 14 États du Brésil. Alors cette association, elle est née en 1985, jusque-là j'ai bon.
on est d'accord? Oui. Et c'est le résultat d'un constat. Alors tout est parti d'un tout petit oiseau et puis d'un vol en hélicoptère, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, oui. Racontez-nous un petit peu la genèse de cette association. Oui, c'est-à-dire qu'en tant que biologiste, je suis donc partie sur les traces d'un oiseau qui avait été éteint et qui a été redécouvert donc en 1980, parce que mon histoire remonte à 1980. L'association a été créée en 85. Cet extrait de l'émission Coup de pouce pour la planète, diffusée sur TV5 Monde, dans laquelle David Delos recevait en janvier 2010 Anita Studer pour illustrer votre coup de cœur, Laurent Godet. Oui, absolument. En fait, c'est un peu une découverte depuis une quinzaine d'années maintenant de cette association qu'a créée Anita, qui est Nordesta. Nordesta, c'est une association en France, au Brésil et en Suisse, d'où est originaire Anita, qui a été créée autour d'une réserve naturelle, au démarrage, comme elle le raconte, par le biais d'un petit oiseau qu'elle a découvert, où elle faisait sa thèse au musée aquarium de Nancy, tout simplement. Elle faisait sa thèse sur ce petit oiseau. Puis elle s'est rendue compte que la forêt dans laquelle elle faisait sa thèse allait disparaître. Et les gens lui ont dit vite, finis vite ta thèse parce que bientôt il n'y aura plus de forêt. Elle s'est dit stop, l'oiseau il sera toujours là. Le principal maintenant c'est la forêt. Et donc elle bosse maintenant depuis des années en tant que bénévole aussi là à préserver la forêt tropicale d'Amérique du Sud, du Brésil essentiellement. Et au travers de ça, de mettre en place des programmes d'éducation, parce que c'est éducation, reforestation, protection, l'association. Ça permet donc d'éduquer les enfants des rues, très, très sincèrement, et efficacement, mais les éduquer aussi à l'environnement, en même temps qu'à leur fournir un métier. Ça permet aussi de reforester. Maintenant, l'association a créé des pépinières, à base de rien, d'aller rechercher des graines dans la forêt avec des botanistes, montrer aux habitants comment on peut faire une levée de dormance, c'est-à-dire faire germer la graine. Il faut parfois des méthodes différentes. Et puis dans des sacs, des pauvres petits sacs poubelles au départ, un peu de terre, et puis ça se vendait au marché, et puis ça se vendait ailleurs. Et puis petit à petit, on en est maintenant à des millions d'arbres replantés à travers le Brésil grâce à cette association-là. Et moi, j'en ai vu les bénéfices sur une réserve où je vais faire des inventaires grâce à cette association, des inventaires d'insectes. On en revient toujours à cette passion-là. Et donc, c'est là j'ai découvert Anita et cette association. J'y allais pour des inventaires. On y a vu tout l'intérêt de cette association. On a vu la forêt progresser dans ces milieux-là parce que replanter, et au bout de 15 ans, une forêt tropicale, ça pousse vite quand il y a de l'eau. Et donc, on en voit les bénéfices. Et on en voit la biodiversité qui revient, qui s'améliore au quotidien. Et le travail de cette asso, c'est fantastique à travers le Brésil et même un petit peu maintenant à travers le monde. Mais il y a des antennes et des relais locaux très, très, très importants sur le territoire. On rappelle le nom de cette association, Laurent Godet? Nordesta. Lorsqu'on est comme vous, chef de mission préservation et valorisation du patrimoine naturel au Parc naturel régional de Lorraine, Laurent Godet, on voit bien sur le terrain l'évolution. Alors vous êtes encore dans un espace où on pourrait presque qualifier de privilégié un parc naturel régional. Pour autant, est-ce que ce n'est pas parfois difficile à vivre de voir précisément cette atteinte, malgré la présence d'un parc, au patrimoine naturel? Alors j'avoue que parfois c'est un petit peu frustrant ou démoralisant. C'est vrai qu'au quotidien, on se rend compte des impacts, et au quotidien, on se rend compte qu'on en parle, que de plus en plus, il est naturel de parler de biodiversité, d'environnement, d'espèces protégées. Voilà, au niveau social, au niveau humain, au niveau sociétal, on en parle de plus en plus. Malgré tout, sur le terrain, depuis 30 ans que je bosse dans l'environnement, les dégradations se poursuivent. Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, à travers la France, et en Lorraine c'est à peu près pareil, on a quand même 1,2% d'espaces protégés, donc de type réserve naturelle, arrêté de protection de biotopes, qui sont des réglementations fortes. Donc ça veut dire que 98% ne sont pas protégés. Ce que disait François Terrasson, en France, on est pour la préservation de la nature, mais avec des réserves. Voilà, c'est ça. Et puis, si possible, pas chez nous. Donc ce qui fait qu'on est, malgré tout, toujours dans la fuite en avant de la consommation d'espace et que ça détruit les milieux naturels au quotidien, malheureusement. Alors, c'est vrai que sur les territoires parcs, il y a au moins l'ingénierie humaine qui permet de limiter, de sensibiliser, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est la sensibilisation des enfants aux adultes qui permet seulement la préservation durable de nos territoires. Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce qu'on peut continuer à imaginer en 2017 que la préservation de la nature, des espaces et la connaissance des insectes, Laurent Godet, continuent à être confiés à des bénévoles, et malgré toute l'énergie que vous mettez à la Société Lorraine d'entomologie, vous nous disiez en début d'entretien que vous n'êtes qu'une petite poignée finalement? Oui, effectivement, nous ne sommes vraiment qu'une petite poignée pour cette grande région maintenant.
Alors, je dirais que j'ai quand même confiance en cela, c'est-à-dire que les amateurs sont toujours là, les amoureux de la nature sont toujours là. J'espère qu'ils vont se multiplier comme la nature devrait aussi le faire. L'espoir, par contre, est quand même peu là pour dire qu'il y aura maintenant des professionnels de la nature qui seront encore plus multiples qu'avant. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui bloque ? De nouveau, je pense que vraiment, au vu des dégradations qu'on voit, pour être clair, on s'intéressera encore moins aux peuples méconnus et invisibles. Voilà. Pour autant, Laurent Godet, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine forme de responsabilité des naturalistes eux-mêmes qui finalement aiment bien être dans l'entre-soi ? Disons que dans bien des cas de figure, effectivement, on est tellement concentré sur sa passion, en étant amateur au beau sens noble du terme d'aimer, qu'on ne prend pas conséquence de l'importance de révéler ce que l'on aime. Et dans bien des cas de figure, c'est même au détriment de ce qu'on aime. Et effectivement, on a dépassé maintenant le cadre de ne plus dire où est l'espèce, parce qu'on s'est rendu compte que ne pas le dire l'a fait détruire. Donc on est maintenant quand même un peu plus dans la communication, mais voilà, on est 10 entomologistes sur la région, on a beau essayer de communiquer, quand on n'est que bénévole, le temps est d'autant plus limité, et il faudrait que tout ça soit repris effectivement par d'autres grandes structures, et puis également par nos responsables politiques pour bien faire comprendre que c'est pas anecdotique de s'occuper de ça. Merci Laurent Godet pour cet entretien. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Société Lorraine d'entomologie. Pour en savoir plus et pourquoi pas adhérer si le monde fascinant des insectes vous intéresse, rendez-vous sur le site à l'adresse www.nature-en-lorraine.net/SLE. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr. Retrouvez Durablement Vôtre sur sa page Facebook et les podcasts de toutes les émissions sur YouTube à l'adresse Éric Mutchler, Durablement Vôtre.